Mon équipe, elle est en train d'exploser. J'ai peur qu'ils se mettent en arrêt. Je fais quoi ? On est tous, quand on est engagé dans une entreprise, capables de faire plus pendant une période donnée. Mais il faut avoir la clarté de se dire, c'est pendant combien de temps, c'est pourquoi, à quoi ça sert. Moi, je pense que c'est OK d'avoir des périodes intenses. Mais, et tu l'as dit très justement, il ne faut pas que ça soit très long. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités de marque, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors la conversation du jour, c'est comme d'habitude la réponse à l'une de vos questions. D'ailleurs, venez nous les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'insiste vraiment, surtout si c'est la première fois, parce que vos questions, on adore les lire. Et surtout, ça nous donne une très bonne raison pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Alors je vous propose qu'on parle de charge de travail, non pas du CEO, mais des équipes. C'est vrai que dans nos masterminds, on gros focus sur la charge de travail du CEO qui est au four et moulin, qu'on doit sortir de l'opérationnel, et ça, on le fait bien. Maintenant, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est la charge de travail des équipes. Et c'est un sujet qu'on a discuté récemment avec le Mastermind 78, où on a un chef d'entreprise qui a fondé une agence growth, et en gros, qui nous a dit mon équipe, elle est en train d'exploser. J'ai peur qu'ils se mettent en arrêt, genre qu'ils fassent un burn-out. En gros, je risque de mettre un peu dans la pour mes clients. Enfin, voilà, ça risque de capoter parce que mon équipe est très très bonne, hein, mais elle est en train d'exploser. Je fais quoi ? Et c'est vrai que donc, notamment les agences, hein, c'est un modèle d'affaires où il y a beaucoup d'humains et ça peut être facile quand on a un bon marketing, qu'on a une bonne offre, qu'on livre bien, de faire des ventes, d'avoir des clients, hein, de stacker des clients. Mais derrière, il faut pouvoir délivrer. Et c'est un enjeu qui est très très fort. L'enjeu, il n'est pas forcément marketing ou sales. L'enjeu, il est de veiller à ce que les équipes ne soient pas en surcharge. Bon, ça, je parle du modèle de l'agence, et c'est vrai aussi même pour nous. On est, sur la partie. Totalement. Donc, moi, j'aimerais bien un peu avoir vos best practices sur deux choses. C'est qu'est-ce que vous faites pour ne pas déjà vous exploser ? Parce que j'ai pas le sentiment vous délivrer sans exploser. Et puis aussi, comment vous faites en sorte que vos équipes n'explosent pas, qui se lancent. C'est une excellente question. Moi, je veux bien démarrer parce que c'est un petit peu un de mes sujets passion. Je passe, vu que j'aime faire des tableaux, j'aime jouer avec Excel, etc. Et je pense que une des clés pour protéger ses équipes, c'est d'avoir une visibilité assez claire sur la charge de travail. Sur la charge de travail. Et donc, il faut pouvoir visualiser cette charge de travail. Donc, se poser la question de combien de personnes composent mon équipe. Se dire, tiens, on travaille environ 218 jours par an. Ça représente à peu près entre 130 heures et 140 heures pour quelqu'un à plein temps par mois. Déjà, ça nous donne le volume max. Nombre de personnes à l'équipe fois 130 heures, 140 heures, c'est le volume max qu'on peut encaisser par mois. À cela, on soustrait tout ce qui nous prend du temps pour le run habituel de l'entreprise. Sur les réunions, sur les réunions, voilà, exactement, avant même de commencer à livrer. Et ensuite, qu'est-ce qui nous reste pour la livraison d'un projet en mode agence, par exemple. Si un projet nous prend 100 heures hommes, tiens, on voit combien ça représente sur le mois. Et à partir de là, se poser la question, combien de projets on peut assumer en parallèle et combien de projets on peut livrer. Parce qu'il y a des projets internes et des projets à livrer pour le client. Et à partir de là, on arbitre. C'est soit on se dit c'est notre seuil maximal et on ne fait pas plus de X ventes par mois, ou alors on se dit tiens, on met en place des ressources, c'est-à-dire un plan de recrutement pour accompagner la croissance de l'entreprise. Sinon, effectivement, on tire trop sur ces équipes et au bout d'un moment, en fait, elles vont lâcher, elles vont être extrêmement efficaces, je pense, s'il y a besoin d'une période de transition, mais au bout d'un moment, il faut réussir à passer la main et puis à la faire grandir pour que tout le monde soit soulagé. Ouais. Et concrètement, on le voit à travers, c'est un Google Sheet avec
avec des zones, enfin c'est timé dans le temps avec des zones vertes, donc ça va. Orange, faut faire attention, puis rouge, c'est là, ok, le rouge, ça veut dire, bon, là on est max out. Et je sais qu'on a ce rituel, alors là pour les ressources internes, pas forcément pour les ressources externes clients, mais ressources internes, c'est de se dire, voilà, on a nos ROC trimestriels, nos objectifs trimestriels, là on va être à surcapacité et on préfère enlever et se dire, de toute façon nous, ici on n'a pas d'objectifs trop ambitieux, mais souvent c'est les deadlines qui sont trop ambitieuses, à reporter un projet plus tard. Et je pense que le risque, c'est d'être vraiment trop gourmand sur les projets et notamment quand on voit l'équipe qui est dans le rouge. Bah justement, et puis donc j'évoquais effectivement le fait de devoir recruter si jamais les ambitions sont maintenues. Par contre, il y a effectivement cette deuxième décision, c'est sinon on limite les projets. Et dans ces cas-là, ce que je recommande, c'est vraiment d'être clair au préalable sur quels critères on va adopter pour sélectionner ou prioriser les projets. Et c'est vrai que ça reste quand même aussi du ressort à un moment donné du CEO ou du management de savoir faire ces choix-là, quoi, et de savoir s'en rendre compte. Je pense que derrière, et pour compléter, je pense que derrière cette question, qu'est-ce que je fais, il y a une notion d'urgence aussi. C'est-à-dire, mes équipes explosent, concrètement, c'est quoi les 5, 6, 7 tâches qu'il faut que je mette en place maintenant, tout de suite, pour éviter l'explosion complète. Et je pense qu'à ça, moi, je peux essayer d'apporter quelques visions. Je pense que déjà, le point de départ, et tu l'as assez bien dit, Romuald, c'est que quand les équipes explosent, c'est pas un mode de travail, la surcharge. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un mode de travail durable, et donc ça ne doit être que temporaire. Il faut vraiment donner de la visibilité à ces équipes sur la temporalité de ce moment-là. C'est-à-dire que, enfin, on est tous, quand on est engagé dans une entreprise, capables de faire plus pendant une période donnée, mais il faut avoir la clarté de se dire, c'est pendant combien de temps, c'est pourquoi, à quoi ça sert. Une fois qu'on a mis ça, c'est pas satisfaisant, mais pour autant, je pense que ça soulage mentalement un peu les équipes de se dire ça s'arrêtera à tel moment, ou ce que je fais là, j'aurai ça en compensation, ou etc. Donc, déjà, donner de la clarté, de la visibilité, du cadre à cette période, je pense que c'est la première grande action. Et après, c'est un peu contre-intuitif, mais dans ma vision, il faut ouvrir les vannes du dialogue. C'est-à-dire qu'on peut se dire que plus on fait d'échanges, moins on est productif parce qu'on n'est pas sur du temps productif, mais néanmoins, encore une fois, la soupape de décompression et le fait de... quand on est en surcharge, moi j'essaie de parler aux équipes tous les jours, plus que d'habitude en fait. Dire ok, aujourd'hui, et de travailler vraiment à court terme, de raccourcir le temps et le temps de projection et se dire ok, c'est quoi les tâches de la journée, ok, parmi celles-là, on trie, c'est quoi les indispensables, c'est quoi les importantes, c'est quoi les urgences, c'est quoi les choses qu'on peut déléguer, c'est quoi les choses sur lesquelles je peux t'aider aussi, parce qu'il y a le rôle du management à un moment donné de mettre les mains dans le cambouis quand c'est problématique, qu'on n'a pas le temps. Donc quelque part, donner un cadre, renforcer la discussion, aider à la priorisation des tâches. Je pense que c'est des choses très importantes. Et bien avoir conscience que c'est un mode de fonctionnement un peu sous perfusion qui reste temporaire. Je voulais parler quasiment de ça. Là. Non, mais et du coup, ça c'est... donc, petite anecdote, ma femme travaille à l'hôpital, elle manage des équipes. Et elle a eu au début de sa carrière une... manageuse, mentor, etc., qui, lorsqu'elle était submergée, lui disait « Ok, donne-moi tes 3 trucs les plus prioritaires qui te prennent le plus la tête, je les prends et je les prends. » Et en fait, elle, donc Lauriane, ma femme, direct, en fait, elle respirait, ça sortait de son focus. Des fois, on peut être en surcharge juste en sortant un tout petit peu de la zone rouge. Et en fait, en redescendant dans une zone orange, un peu verte, c'est beaucoup plus facile. Et ce que tu disais, Raphaël, sur ces périodes un petit peu intenses, moi, je pense que c'est OK d'avoir des périodes intenses. Mais, et tu l'as dit très justement, il ne faut pas que ça soit très long. Il faut qu'il y ait une perspective où ça s'arrête, un moment où ça soit plus calme. Et pour éviter le burn-out, tout simplement, il y a... pour faire une petite métaphore encore et aller plus dans le milieu sportif, il y a un bouquin qui m'a beaucoup inspiré qui s'appelle Peak Performance et dont le concept il est assez simple, c'est la croissance, growth en anglais, c'est l'addition d'une période d'effort et ensuite une période de repos. Quand on regarde un muscle, comment ça se construit, c'est du stress intense sur les muscles et après une période de repos, de recovery, pour que le muscle il grossisse. Et en fait, pour moi, c'est OK dans une entreprise qui a des périodes intenses un peu pour faire croître les choses, pour passer, passer certains stades, loquer certains niveaux de développement. Mais il ne faut pas que ça soit H24, quoi. Et le risque, c'est que quand on fonctionne toujours en mode pompier comme ça, on ne prend pas le temps de se poser aussi sur ce qu'on livre et la manière dont on le livre aussi. Et donc au final, on est toujours en train de peut-être soit réinventer la roue, soit de faire du custom made, donc du personnalisé à chaque fois. Et on standardise rien.
Et donc, on ne s'autorise même pas la possibilité de diminuer la charge des équipes. Parce que c'est aussi en commençant à processiser, à standardiser, qu'on peut aussi soulager les équipes, puisqu'il y a des choses très claires qui peuvent être réalisées. On se rend compte aussi qu'il y a des choses qu'on faisait qui n'apportaient aucune valeur ajoutée, parce qu'on a le temps de se poser dessus. Donc, c'est le fameux, chez nous, le kill, keep, combine. Donc, on garde les tâches qui sont vraiment indispensables, on enlève celles qui ne servent à rien, ou on les réajuste, on les combine pour les simplifier. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on est clair dans nos process, c'est la possibilité de soulager la récurrence. Et donc, par ce biais-là, on peut automatiser ou on peut standardiser tout simplement aussi. J'adore cette expression, soulager la récurrence. Ça fera un bon mème, mais en vrai c'est ça. Souvent, le côté overwhelm, le côté mon équipe explose, c'est que pour ces choses qui sont du run, donc de la récurrence, en fait, c'est tellement pas structuré. Et structuré, donc tu l'as dit, un kill, keep, combine. Et quand bien même on a ça, c'est qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on peut outsourcer, et qu'est-ce qui va rester aux équipes à faire de manière récurrente. Qui nécessite du temps, mais si déjà ça nécessite pas de focus parce que les tâches arrivent dans ton logiciel de management de projet ou de tâches, t'y penses pas. Donc il y a la surcharge en temps de travail, mais aussi en focus. Et tu as dit quelque chose, Romain, dans la première question qui était et personnellement, comment vous faites aussi pour éviter d'être en surcharge. Et ça lié, et quand Romu parle du kill, keep, combine, moi je me suis dit, en fait je le fais tous les jours, quelque part à mon échelle aussi, et avec une espèce de notion de filtre en 3 étapes où je me dis toujours, est-ce que ça alimente, en tant que responsable commercial, est-ce que déjà ça alimente le CA de la société, cette action-là ? Et je pense que quelque part, tous les gens qui sont sur les bases de vente ou de marketing doivent se poser cette question-là à chaque fois qu'ils prennent une décision. Après, c'est si je passe du temps à produire ce document ou mettre en place cette tâche, à qui ça va servir et combien de fois ça va être utilisé ? Est-ce que je vais passer 2 jours sur du one-shot ? Alors, le one-shot peut être important, mais si dans 2 mois, ça ne sert plus à rien, je n'ai pas très envie d'y passer 2 jours maintenant. Et le dernier filtre que je mets toujours dans mes actions, c'est si je ne fais rien, combien de fois le problème va se poser ? Encore une fois, tu vois ? C'est vraiment cette idée de est-ce que je vais re-avoir le problème tous les mois, quoi. Voilà. Et ça vaut peut-être le coup dans ce cas-là que je passe un jour et demi dessus. Mais on est vraiment dans le kill, keep, combine, quoi, à 100%. Et j'aime bien je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais on en reparlera certainement dans le futur. C'est nos fameux filtres d'impact qu'on fait aussi sur les missions, les ROC qu'on se donne tous les mois. Quelque part, c'est un peu ça aussi. C'est quel est l'impact si j'y passe du temps, quel impact ça aura et est-ce que c'est déterminant ? Impact sur le CA de la boîte, impact sur aussi satisfaction client, qui a un impact aussi sur le CA de la boîte, et récurrence. Moi, je sais que dans mes tâches, et c'est ce que tu dis, par exemple, un temps où je vais investir beaucoup de temps potentiellement, et si je ne m'en resserre pas de manière récurrente sur les 3 prochaines années, je me pose vraiment la question de est-ce que ça vaut le coup que je passe 1 ou 2 jours sur ce sujet-là, quoi. Après, c'est des coups d'opportunité. Totalement. Et puis, il y a ce fameux mantra qu'on aime répéter, que tu aimes répéter, Romain, dans l'entreprise. C'est une boîte meurt plus souvent d'indigestion que de famine. Et ça, je trouve que c'est intéressant de le garder en tête. C'est parce que une boîte, en fait, va exploser par l'excès, justement, de projets, par l'excès de bonne volonté, parce que c'est de la bonne volonté, alors qu'elle doit, justement, apprendre à se raisonner pour avancer de manière que son intention de croissance elle soit durable et pérenne. Et ça, c'est dur pour les CEO. Alors, mais c'est de leur rôle, j'en reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment du rôle faut pas fuir ce sujet-là quand on est un CEO, il va falloir tuer des choses, quoi. Ouais. Surtout que généralement, il ne faut pas se le cacher, si on arrive à un certain stade de développement, c'est qu'on a été, surtout si on a été solo founder sans financement, on a dû être à un moment donné des brutes de travail pour sortir un petit peu de l'orbite terrestre et avoir une fusée qui gravite. Et on le voit dans les clients qu'on accompagne. En fait, il y a des fois, on peut être en mode... Alors là, on parle du CEO en mode de burn-out, mais les équipes, c'est pareil. C'est respire, prends du temps. Là, je suis en train de faire ma thérapie à moi-même. Et encore une fois... il y a le côté aussi des fois impatience, t'as envie que ça se résolve tout de suite. Et par exemple pour moi, je trouve très très bon là-dedans, c'est que dans les sujets prioritaires, s'il n'y a pas le besoin de le faire cette semaine, c'est pas grave, ça sera dans 2 semaines ou 3 semaines. Et c'est vrai que je collabore plus, je te vois plus Romain faire ça que toi Raphaël, mais moi je sais que vous m'inspirez sur ces sujets-là, de pouvoir déléguer remettre à plus tard des sujets qui sont pas si importants que ça aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est aussi le rôle des CEO et puis de nos fractional CEO, c'est exactement ça. En fait, c'est d'apporter cette temporalité
parce que des fois, le visionnaire peut être pris justement dans sa vision, dans un besoin de CA un peu immédiat, etc. Et pour autant, ça peut venir détourner les vrais objectifs de l'entreprise. Et donc, c'est aussi le CEO a ce rôle un peu de vigie et de vigilance, de temporiser des fois les ardeurs aussi du visionnaire, sans pour autant le brider, hein, bien sûr, mais c'est de ramener aussi à l'essentiel, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on avait priorisé ces projets-là plutôt que celui-là, simplement les rappeler, réévaluer les critères, et si c'est toujours d'actualité dans ces cas-là, on reste sur la feuille de route qu'on a tracée et on chamboule pas tout, parce que c'est ce chamboulement aussi qui crée de l'incertitude dans les équipes, qui crée de la surcharge de travail. Et donc, effectivement, un projet a-t-il besoin d'être mené dans la semaine, dans le jour même ou dans les 3 mois ça change absolument tout. Si je peux peut-être conclure sur cet épisode, c'est que ce genre de discussion là qu'on a entre nous, c'est des discussions qu'on a dans nos masterminds, hein, et d'où l'importance d'avoir, je trouve, de multiples perspectives sur un sujet. Finalement, on a l'impression qu'on est le seul à l'avoir, mais en fait, on se rend compte que tout le monde ou un paquet d'entreprises l'ont. Et j'aimerais en profiter pour vous dire qu'on enrichit, nous, nos masterminds de nouveaux membres plusieurs fois dans l'année. C'est-à-dire qu'on réouvre les portes comme ça, une poignée de membres plusieurs fois dans l'année. Ça se passe sur candidature. L'idée étant, ces candidatures, de pouvoir s'assurer du fit de valeur. Donc c'est quelque chose qui est hyper important, que les membres de nos masterminds aient des valeurs communes pour que les échanges soient le niveau de confiance soit hyper fort et le niveau d'échange aussi hyper construit et confidentiel et en bienveillance. Et aussi, les candidatures sont là pour pouvoir concrètement comprendre vos enjeux et voir si ces enjeux correspondent à ceux du mastermind que l'on traite dans les masterminds. Donc là, on a une période de réouverture qui arrive courant décembre. Donc à l'heure où va sortir ce podcast, ça va être dans quelques semaines, avec une intégration dans les masterminds au 1er janvier. Le nombre de places est limité, mais on peut vous offrir aussi la possibilité de pré-réserver si ça vous intéresse d'intégrer un de nos masterminds pour la prochaine réouverture. Si vous êtes intéressé, c'est simple, il faut aller simplement sur le site de Squared, squared.eu. Il y a toutes les informations sur les masterminds, et puis aussi il y a la possibilité d'échanger de vive voix avec toi, Raphaël. Yes. Et puis aussi avec Géraldine, qui est notre success manager et qui connaît les masterminds par cœur et surtout les membres par cœur, et qui saura évidemment vous dire si c'est fait pour vous ou non. Voilà, tout simplement.